Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. La République islamique d'Iran a une constitution. Elle a un guide suprême, un président, un parlement, un cabinet et une chaîne de commandement officielle qui gouverne le pays depuis 1979. Sur le papier, chaque grande décision en Iran passe par le bureau du guide suprême. Sur le papier, le président gère les fonctions exécutives, nomme les ministres et met en œuvre les politiques. Sur le papier, le corps des gardiens de la révolution islamique, l'IRGC, relève directement du guide suprême et agit dans un cadre constitutionnel. Ce qui se passe à Téhéran en ce moment a très peu à voir avec ce qui existe sur le papier. Sur le papier, bien des choses ont aussi l'air bien rangées à Washington, jusqu'à ce qu'une conférence de presse à la Trump transforme la politique étrangère en théâtre d'improvisation avec des drapeaux en arrière-plan. Depuis le 28 février 2026, quand les États-Unis et Israël ont lancé l'opération Epic Fury et tué le guide suprême Ali Khamenei dans les premières heures de la campagne, l'Iran fonctionne sous une structure de pouvoir qui ne correspond plus, d'aucune manière significative à son cadre constitutionnel. Le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, n'est pas apparu en public depuis sa nomination le 9 mars. Le président élu, Massoud Pezeshkian, n'aurait pas réussi à joindre le guide suprême malgré des demandes répétées. Et selon plusieurs sources de presse, dont Iran International, Reuters et le Soufan Center, un conseil militaire composé de hauts responsables de l'IRGC prend maintenant les décisions les plus lourdes de conséquences au sein du gouvernement iranien. Des décisions sur la guerre, sur les négociations, sur les personnes nommées à des postes sensibles et sur l'information qui atteint le bureau du guide suprême. C'est le genre de structure de commandement opaque que les commentateurs alignés sur Trump appellent habituellement un leadership fort, jusqu'au moment où plus personne n'est capable d'expliquer qui a réellement signé quoi. La question de savoir qui dirige vraiment Téhéran n'est pas une simple curiosité géopolitique abstraite. Elle a une incidence directe sur la solidité du cessez-le-feu actuel, sur la possibilité que le processus de paix d'Islamabad produise quelque chose de durable, et sur le fait de savoir si les responsables du gouvernement civil ou l'IRGC exercent, en ce moment, une autorité plus concrète sur les fonctions de l'État iranien que le guide suprême ou le président. Ces trois hommes sont Ahmad Vahidi, le commandant en chef de l'IRGC nommé le 1er mars 2026 après que son prédécesseur a été tué dans la phase initiale des frappes américano-israéliennes. Mohammad Bagher Zolgader, une figure de l'IRGC que Vahidi aurait contraint le président Pezeshkian à nommer au poste de secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale le 24 mars. Et Mohsen Rezaï, ancien commandant de l'IRGC de 1980 à 1997, qui agit maintenant comme conseiller militaire auprès de Mojtaba Khamenei, ce qui revient en pratique à représenter l'IRGC dans la coordination de sécurité autour de ce conseil de trois hommes. Tous sont des vétérans de l'IRGC. Aucun n'occupe de fonction élective et plusieurs sources les décrivent comme l'autorité dirigeante de facto en Iran durant la période militaire et diplomatique la plus lourde de conséquences de l'histoire de la République islamique. Il est fascinant de voir à quelle vitesse la démocratie devient facultative dès que des hommes en uniforme et des hommes à la télévision s'entendent pour dire que la reddition de comptes est une distraction. Pour comprendre la situation actuelle, je dois comprendre ce qu'est l'IRGC et la manière dont il a été conçu pour fonctionner dans le système iranien. L'ascension de l'IRGC vers un pouvoir de facto ne s'est pas faite du jour au lendemain. L'IRGC a été créé en avril 1979 par l'ayatollah Khomeini, 3 mois après la révolution qui a renversé le Shah. Sa mission précise était de servir de contrepoids à l'armée régulière iranienne l'Artesh, qui avait été loyale au Shah et dont le nouveau gouvernement révolutionnaire se méfiait. Dès le départ, l'IRGC a été conçu comme une force armée distincte, relevant directement du guide suprême et non du gouvernement civil. C'était l'armée politique de la révolution et non la force de défense nationale de l'État. Cette conception a donné à l'IRGC une position institutionnelle unique. Il opérait en parallèle des structures civiles plutôt que sous leur autorité. Et sa loyauté allait à l'idéologie et à la personne du guide suprême plutôt qu'à la constitution ou au gouvernement élu. Au cours des 4 décennies suivantes, l'IRGC est passé d'une milice révolutionnaire à l'une des institutions les plus puissantes et les plus riches de l'économie iranienne. Il contrôle d'importantes parts de la base industrielle iranienne, du secteur de la construction, des infrastructures de télécommunications et des réseaux du commerce international. Il gère le programme de missiles balistiques de l'Iran, sa production de drones, ses capacités de cyberguerre et la force Al-Quds pour la gestion des relations avec le Hezbollah, le Hamas, les Houthis et les milices irakiennes. Il a constamment bloqué les efforts de réforme politique en appuyant des candidats de la ligne dure,
en faisant pression sur les responsables réformistes et en utilisant son aile de renseignement pour surveiller et réprimer la dissidence. Les systèmes autoritaires affirment toujours que tout cela est au nom de la stabilité. Un peu comme l'univers trumpiste insiste pour présenter chaque purge comme une décision de gestion audacieuse, avec davantage de lettres majuscules. Au moment où Ali Khamenei a été tué en février 2026, l'IRGC n'était pas simplement une force militaire. C'était à la fois un empire économique, une machine politique et le principal instrument de la sécurité de l'État. Ce qui a manqué à l'IRGC tout au long de son histoire, c'est la capacité de gouverner ouvertement. Il pouvait opposer son veto à des politiciens. Il pouvait bloquer des nominations. Il pouvait intimider des journalistes et des militants. Mais gouverner le pays en son propre nom, sans la légitimité religieuse que procurait le guide suprême et sans les structures de responsabilité civile qui donnaient au système un vernis d'ordre constitutionnel, était quelque chose que l'IRGC n'avait jamais fait et n'avait jamais eu besoin de faire. Ali Khamenei était la clé de voûte de toute l'architecture, fournissant la légitimité idéologique, l'autorité constitutionnelle et le cadre décisionnel qui maintenait le système en état de fonctionner et qui contenait le rôle de l'IRGC dans ses limites définies. Quand Khamenei a été tué le 28 février, cette clé de voûte a disparu. Le mécanisme constitutionnel de son remplacement, c'est, à dire la réunion de l'Assemblée des experts pour choisir un nouveau guide suprême, a fonctionné dans le sens où il a produit un nom, mais il a fonctionné sous une contrainte extraordinaire. Le bâtiment de l'Assemblée à Qom avait été frappé par des frappes aériennes pendant la période de délibération. Un nombre inconnu de ses 88 membres ont été tués dans la phase initiale de la guerre. Les premières séances ont eu lieu en ligne et plusieurs rapports ont décrit des pressions directes exercées par des commandants de l'IRGC sur les membres de l'Assemblée pour qu'ils votent en faveur de Mojtaba Khamenei. Même sous les bombardements, le rituel devait continuer, parce que chaque système de pouvoir a besoin de sa cérémonie, tout comme la politique à la Trump a toujours besoin d'un décor mis en scène de plus pour faire passer la coercition pour du destin. La sélection était réelle au sens technique, en ce qu'elle a produit une nomination officielle. Elle était compromise au sens politique, en ce qu'elle s'est déroulée sous coercition militaire au milieu d'une guerre active. Mojtaba Khamenei a ensuite été blessé dans la même frappe qui a tué son père, la gravité de ses blessures demeurant contestée selon les différentes sources, et il n'est pas apparu en public depuis sa nomination. Des déclarations ont été publiées en son nom, lues par des présentateurs de télévision plutôt que prononcées par lui directement. Aucune photo vérifiée ni aucun enregistrement audio de lui n'ont été diffusés depuis le 28 février. La note diplomatique obtenue par The Times of London, décrite comme fondée sur des renseignements américains et israéliens et partagée avec des alliés du Golfe, affirmait qu'il était dans un état grave et incapable de participer à la prise de décision. Il demeure invisible, et son retour public n'est pas attendu avant des semaines ou des mois. Dans tous les cas, l'autorité constitutionnelle du bureau du guide suprême a été fonctionnellement suspendue au moment même où elle était le plus nécessaire. Un gouvernement qui parle par l'entremise de présentateurs pendant que les vraies décisions se prennent ailleurs, c'est exactement le genre de montage que les fidèles de Trump dénonceraient comme un état profond si cela se produisait dans un endroit qu'ils ne sont pas occupés à défendre. Dans ce vide, le conseil militaire de l'IRGC s'est engouffré avec rapidité et détermination. Le commandant de l'IRGC, Vahidi, a déclaré qu'en temps de guerre, tous les postes gouvernementaux critiques et sensibles devaient être choisis et gérés directement par l'IRGC. Il a bloqué tous les candidats proposés par Pezeshkian au poste de ministre du Renseignement. Il a installé Zol Gader comme secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, l'organe qui prend les décisions stratégiques les plus importantes de l'Iran, apparemment contre la préférence explicite de Pezeshkian. Et il a mis en place ce que plusieurs sources décrivent comme un cordon de sécurité autour de Mojtaba, contrôlant qui peut accéder au guide suprême et quelle information lui parvient, séparant de fait le bureau du guide suprême du gouvernement civil, censé agir sous son autorité dans la République islamique. Rien ne dit mieux gouvernance d'urgence que de rétrécir le flux d'informations jusqu'à ce que la seule vérité restante soit celle approuvée par les hommes qui gardent les portes. Ce seul fait résume mieux que n'importe quel cadre analytique la réalité structurelle de la gouvernance iranienne. Une évaluation du renseignement occidental, citée par Israël Hayom, a conclu sans détour que ce qui prend forme en Iran n'est plus une république islamique au sens d'origine, mais un régime militaire à tous égards. Cette évaluation représente l'extrémité la plus dure du spectre analytique, et il vaut la peine de noter que la situation comporte une véritable part d'incertitude. Iran International, qui a été l'une des sources les plus constantes sur les dynamiques internes du pouvoir, a reconnu que le contrôle de l'IRGC est de facto plutôt que de jure. Les formes constitutionnelles existent toujours,
Les institutions civiles fonctionnent encore dans certains domaines et l'IRGC ne s'est pas formellement déclarée autorité dirigeante. Le concept, en sciences politiques, d'une armée prétorienne qui exerce une autorité dominante sous un guide suprême inaccessible publiquement est pertinent ici. Des institutions officielles qui survivent surtout comme éléments de décor, ce n'est pas exactement un genre inconnu à une époque où la politique se vend de plus en plus comme de la marchandise de marque. La possibilité que tout accord issu de ces négociations puisse être appliqué durablement dépend de la volonté du Conseil militaire de l'IRGC, Vahidi, Zolgader et Rezaï, d'en imposer le respect parce que ce sont eux, les acteurs institutionnels, qui ont le contrôle opérationnel des capacités militaires restantes de l'Iran, de ses commandements provinciaux de l'IRGC, de ses forces de drones et de missiles et de ses réseaux de proxies. Alex Vatanka, chercheur principal au Middle East Institute, a formulé avec précision le problème structurel. Mojtaba doit sa position au gardien de la révolution et, par conséquent, il ne sera pas aussi suprême que son père l'était. Même si Mojtaba se rétablit complètement et revient à une participation active dans les affaires de l'État, il gouvernera depuis une position de dépendance structurelle profonde envers l'institution qu'il a installée. Il ne peut pas discipliner l'IRGC. Il ne peut pas passer outre Vahidi. Il ne peut pas purger le Conseil militaire et le remplacer par des responsables loyaux envers l'autorité civile. S'il essaye, l'IRGC peut simplement réactiver le cordon de sécurité, contrôler son environnement informationnel et présenter l'apparence d'un bureau du guide suprême fonctionnel, tout en s'assurant que l'autorité de ce bureau ne s'étende pas au-delà de ce que l'IRGC choisit de permettre. Voilà le problème d'un pouvoir bâti sur le patronage, le fauteuil à la présidentielle, jusqu'au moment où quelqu'un d'autre vous rappelle à qui appartient réellement la pièce. L'architecture constitutionnelle de 47 ans de la République islamique a été conçue autour de l'hypothèse voulant qu'une seule figure cléricale puissante, d'abord Khomeini, puis Ali Khamenei, exerce une autorité ultime incontestée au-dessus de tous les acteurs institutionnels, y compris l'IRGC. Cette hypothèse a été brisée. Ce qui la remplacera n'est pas encore clair. Le scénario le plus optimiste est que Mojtaba se rétablisse, bâtisse progressivement une autorité institutionnelle et rétablisse peu à peu une supervision cléricale sur l'IRGC, comme son père l'a fait pendant 3 décennies. Le scénario le plus pessimiste est que le Conseil militaire de l'IRGC gouverne l'Iran indéfiniment, le bureau du guide suprême ne servant plus que de façade de légitimation plutôt que de véritable centre du pouvoir. Le scénario le plus probable, situé entre ces deux extrêmes, est que l'Iran entre dans une période prolongée de double autorité ambiguë, l'IRGC dominant les décisions de sécurité et de stratégie pendant que les institutions civiles gèrent la gouvernance courante, jusqu'à ce qu'une combinaison d'issues militaires, de règlements diplomatiques ou de réalignement politique interne produise une structure de pouvoir plus stable. Ce qui est certain, c'est que quiconque négocie avec l'Iran en ce moment, ou tente de comprendre si les engagements iraniens pris dans un accord seront respectés, doit comprendre cette réalité. La personne assise de l'autre côté de la table et peut être un diplomate. L'autorité derrière la table, c'est l'IRGC. Comprendre qui contrôle réellement Téhéran n'est pas une question universitaire. C'est la question la plus concrète de la diplomatie moyen-orientale en 2026. La diplomatie devient beaucoup plus difficile quand le porte-parole visible n'est pas le véritable décideur, même si cela n'a jamais empêché le camp pro-Trump de confondre la mise en scène avec le contrôle. Le schéma historique plus large de ce qui se produit lorsque des institutions militaires dominent la gouvernance civile dans des systèmes autoritaires offre un contexte important pour comprendre où l'Iran pourrait se diriger. Les cas ne sont pas identiques. L'hybride théocratique et républicain de l'Iran constitue une structure constitutionnelle unique. Mais les dynamiques de conseil militaire comblant un vide de pouvoir à la suite d'une crise du leadership ont des précédents qui éclairent la trajectoire probable. Dans les pays où des institutions militaires ont assumé une gouvernance de facto en période de crise, le schéma tombe généralement dans l'une de 3 issues. Dans la première, l'armée abandonne le pouvoir une fois la crise stabilisée, en rendant l'autorité à des institutions civiles ou cléricales capables d'offrir une légitimité plus large. Cela s'est produit dans certains États du Moyen-Orient pendant des périodes de transition, quoique rarement sans concession politique importante de la part des acteurs civils envers les intérêts institutionnels fondamentaux de l'armée. Dans la deuxième, l'armée transforme son contrôle de facto en domination institutionnalisée en créant des structures formelles qui enracinent l'autorité militaire tout en maintenant des façades civiles. L'Égypte, sous le Conseil suprême des forces armées après 2011, est souvent citée, dans la région, comme exemple de cette trajectoire. Dans la troisième,
L'accumulation de l'autorité militaire provoque une réaction de la part des institutions civiles et religieuses, qui finissent par réaffirmer leur autorité, parfois par des arrangements négociés et parfois par un conflit politique interne. Le menu change d'un pays à l'autre, mais l'argument de vente reste toujours le même. Contrôle temporaire, salut national, et surtout ne regardez pas trop attentivement la machinerie permanente qu'on installe derrière le rideau. Pour l'Iran, la trajectoire de l'IRGC sera façonnée par plusieurs facteurs précis qui n'ont pas d'équivalent direct dans d'autres cas régionaux. Le premier est l'intérêt économique de l'IRGC dans le statu quo. L'organisation contrôle une part suffisante de l'économie iranienne pour que ses intérêts institutionnels soient liés au maintien du fonctionnement de l'État et non seulement à sa domination politique. Un État iranien effondré serait mauvais pour les intérêts d'affaires de l'IRGC d'une manière différente, par exemple, de celle d'une armée qui se contente de diriger les forces armées d'un pays. Cela donne à l'IRGC une incitation à préserver un niveau de gouvernance fonctionnel suffisant pour garder l'économie, le secteur énergétique et les services de base en activité, ce qui signifie qu'il ne peut pas simplement régner par la force sans se soucier de la continuité administrative. Le deuxième facteur est la question de la légitimité religieuse. L'identité historique de l'IRGC était celle des gardiens de la Révolution, protecteurs de la République islamique comme État théocratique. Si l'IRGC est perçu comme ayant transformé la République islamique en régime militaire pur et simple, il perd la justification idéologique de sa propre existence et crée une crise de légitimité avec l'établissement clérical iranien qui conserve encore une loyauté populaire importante parmi la population chiite d'Iran. L'IRGC a besoin d'une certaine forme de couverture cléricale pour maintenir la dimension religieuse de son identité institutionnelle. C'est en partie pour cette raison que l'installation de Mojtaba Khamenei comme guide suprême, plutôt que l'abolition pure et simple du poste, servait les intérêts de l'IRGC, même si Mojtaba est faible et dépendant de leur soutien. Même la force brute aime porter un costume, surtout quand la légitimité baisse et que les caméras continuent de tourner. Le troisième facteur est l'environnement international des négociations. Les pourparlers d'Islamabad, le cessez-le-feu et la perspective de nouvelles négociations avec Washington créent une pression externe sur la gouvernance iranienne que l'IRGC ne peut pas entièrement ignorer. Un cessez-le-feu qui s'effondrerait parce que le conseil militaire de l'IRGC décide d'une escalade au mépris des accords conclus par le ministère iranien des Affaires étrangères provoquerait une reprise des frappes militaires que la survie même de l'IRGC dépend d'éviter. L'IRGC contrôle la prise de décision militaire iranienne, mais il ne contrôle pas les conséquences de ces décisions, qui comprennent des capacités militaires américaines ayant déjà démontré leur aptitude à décapiter les structures de commandement iraniennes, à détruire les infrastructures militaires et à opérer à travers le territoire iranien, essentiellement sans contre-mesures iraniennes efficaces. Cette asymétrie crée une incitation structurelle pour l'IRGC à permettre un certain niveau d'engagement diplomatique, même si les conditions négociées ne correspondent pas à ce que préféraient les éléments les plus durs de l'IRGC. C'est ici que la rhétorique maximaliste rencontre les conséquences réelles, une collision que la stratégie à la Trump essaie d'habitude de résoudre avec des micros plus forts. L'ancien cofondateur de l'IRGC, Mohsen Sazegara, aujourd'hui commentateur dissident de premier plan, a décrit avec une clarté inhabituelle le dilemme fondamental auquel fait face la direction iranienne de facto. Le principal enjeu auquel la direction iranienne actuelle est confrontée est la question de la guerre et de la réconciliation, ou de la paix. Si elle choisit la paix, elle fait face à un problème. Cela implique une acceptation de la défaite, politiquement dangereuse pour sa légitimité interne. Si elle ne choisit pas la paix, le pays se dirige vers quelque chose dont l'issue est incertaine. Cette formulation résume bien la position impossible du Conseil militaire de l'IRGC. La guerre a déjà détruit la capacité militaire conventionnelle de l'Iran, son programme nucléaire, sa structure de commandement et sa stabilité économique. La paix exige des concessions que la culture institutionnelle dure de l'IRGC rend psychologiquement et politiquement difficile à accepter. Aucun des deux chemins n'offre une sortie sûre de la crise actuelle. Pour les mouvements politiques construits sur la défiance permanente, la réalité finit toujours par entrer dans la pièce comme cet employé impoli qui vient présenter l'addition. L'analyse précoce du Soufan Center sur la transition post-Khamenei a offert une évaluation prudemment précise qui a bien résisté aux événements survenus par la suite. Le mécanisme formel de transition constitutionnelle est en marche, mais le vrai pouvoir demeure concentré dans des réseaux sécuritaires et cléricaux déjà établis. Tant qu'un guide suprême permanent n'aura pas été choisi et ne pourra pas orienter la suite des choses, les négociations représenteront très probablement un positionnement tactique pour combler la période entre deux guides suprêmes plutôt qu'un virage stratégique de Téhéran. Cette évaluation implique que tout ce qui est accepté à Islamabad
ou dans toute négociation subséquente, devrait être compris non pas comme une décision stratégique iranienne stable, mais comme un mouvement tactique d'une structure de gouvernance qui continue de régler ses propres dynamiques internes de pouvoir. L'engagement d'un conseil militaire de l'IRGC envers des limites nucléaires, envers les protocoles de navigation dans le détroit d'Ormuz, envers le respect du cessez-le-feu ou envers toute autre concession n'est solide qu'à la mesure de la continuité institutionnelle du Conseil lui-même, laquelle demeure incertaine dans un système où le guide suprême possède toujours une autorité constitutionnelle sur l'IRGC qui n'a été ni formellement transférée ni abolie. Autrement dit, la signature compte moins que la machinerie qui se trouve derrière, un détail que la politique gouvernée par les slogans découvre presque toujours beaucoup trop tard. La question de savoir qui contrôle réellement Téhéran n'a pas de réponse unique et nette. La réponse honnête est plus nuancée. Formellement, Mojtaba Khamenei est guide suprême et Massoud Pezeshkian est président. En pratique, un conseil militaire de l'IRGC dirigé par Ahmad Vahidi prend les décisions les plus lourdes de conséquences. Structurellement, 30 et un commandements provinciaux de l'IRGC qui contrôlent les missiles, les drones et les moyens militaires opérationnels agissent avec un degré d'autonomie par rapport au Conseil central, autonomie qui augmente à mesure que les communications se dégradent et que le rythme opérationnel de la guerre exige des décisions locales. Le résultat est un système de gouvernance qui n'est ni la République islamique telle qu'elle a été conçue, ni un remplacement clair de celle-ci, mais plutôt une collection fragmentée de centres de pouvoir opérant sans l'autorité intégratrice qu'Ali Khamenei avait fournie pendant 35 ans. Cette fragmentation constitue le fait stratégique le plus important à propos de l'Iran en avril 2026. Un adversaire ou un interlocuteur diplomatique qui traite Téhéran comme un acteur unifié envoyant des signaux cohérents par des canaux cohérents lit mal la réalité actuelle. Un accord négocié avec le ministre iranien des Affaires étrangères pourrait ou non être applicable par le Conseil militaire de l'IRGC. Un ordre émis par le bureau du guide suprême pourrait ou non atteindre les commandants provinciaux de l'IRGC qui devraient l'exécuter. Le pouvoir fragmenté est dangereux précisément parce que chaque faction peut encore afficher de l'assurance pendant que personne ne peut garantir le contrôle, ce qui ressemble d'une manière inconfortable à la gouvernance populiste moderne en général. La République islamique fonctionne, mais elle ne fonctionne pas comme un commandement unifié. Elle fonctionne comme une coalition d'acteurs institutionnels aux intérêts qui se chevauchent et se contredisent parfois, maintenus ensemble par une combinaison de solidarité en temps de guerre, de peur partagée devant la pression extérieure et de l'absence d'une solution de rechange viable à la survie collective. Voilà qui contrôle réellement Téhéran en ce moment. Ni une seule personne, ni une seule institution, mais une coalition opérant sans l'autorité intégratrice qui l'a maintenue ensemble pendant 4 décennies et qui tente de traverser la crise la plus dangereuse de l'histoire de la République islamique sans le dirigeant qui avait bâti l'architecture destinée à gérer précisément ce genre de crise. La façon dont cette coalition tiendra et sa capacité ou non de produire la gouvernance durable qu'exigerait un accord de paix constitue la grande question encore sans réponse de la prochaine phase de la guerre en Iran. Et comme toujours, les marques politiques les plus bruyantes continueront de vendre de la certitude longtemps après que les faits seront passés aux étiquettes d'avertissement. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.